Bonjour, bonsoir, chers fidèles de l'autre journal. C'est avec un grand plaisir de vous retrouver dans cette émission, votre émission. Tout d'abord, toutes nos excuses pour notre irrégularité ces 3 dernières semaines, due à l'absence de quelques membres de la rédaction, notamment de Ferdinand Haïté. Bien, nous sommes de retour avec l'émission, les numéros, les débats, que ce soit sur le plan politique ou social. Avec nous sur le plateau des invités, aujourd'hui nous en avons deux invités sur le plateau. Il s'agit de Francisco Napokura à ma gauche. Francisco, bonjour. Oui, bonjour Isidore, bonjour Ferdinand et bonjour à tous les youtubeurs de l'émission L'autre journal. Merci beaucoup Francisco. Voilà, tu l'as déjà annoncé, le second invité c'est Ferdinand Haïté. Ferdinand, bonjour. Bonjour Isidore, bonjour à tous ceux qui nous suivent de près et de très loin. Bonjour à Francis, c'est vrai que j'étais absent. Oui. Bon voilà, vous savez, la fin d'année correspond généralement à beaucoup d'activités pour les journalistes. Il y a ceux qui étaient en Afrique du Sud pour la grande assemblée de journalistes d'investigation. Moi, j'étais à Dublin, en Irlande, juste pour quelques jours. Donc, je suis rentré, voilà quoi. Donc, merci beaucoup. En tout cas, bonne arrivée. Voilà, nous allons parler aujourd'hui de beaucoup de sujets que nous avons préparés dans cette émission. Nous parlerons notamment du recensement de la population au Togo, comment ça se passe. Nous parlerons également de la grâce présidentielle accordée à certains prisonniers la semaine dernière par le chef de l'État, Faure Gnassingbé. Nous parlerons ensuite du retard dans le lancement de la campagne de commercialisation de soja. Et nous terminerons avec une intervention de Ousmane Sonko sur la nouvelle donne en Afrique de l'Ouest aujourd'hui. Nous allons sans plus tarder commencer avec la première question à Francisco. Francisco, oui. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal Tampa Express, qui est dans les kiosques, encore de lecture cette semaine, je pense. Oui, c'est le mercredi dernier. Mercredi dernier, voilà. Et voilà. Francisco, tu t'es fait déjà recenser? Oui. En fait, je me plaignais jusqu'à hier, c'est hier en début d'après-midi, quand un agent recenseur a sonné à notre porte et on s'est soumis à l'interrogatoire qui a duré plus d'une heure, pour un ménage de 7 personnes. Donc ça a duré plus d'une heure, puis il y avait vraiment beaucoup de questions, choses, et puis voilà. On s'arrête là. D'abord, je vais poser la même question à Ferdinand. Non, moi pas encore. Je viens de rentrer et je suis tombé dedans. Bon, ils étaient passés à mon domicile avant mon arrivée, donc je sais pas. J'ai appris quand même que voilà, ça se passe pas trop bien, quoi. Oui. Ça se passe pas trop bien. Donc je ne suis pas encore sur la liste. Votre mot y est, parce que la première question qui nous avait... Bon, en fait, la première question c'était c'est vous, monsieur Napokura? En fait, on était à la maison en groupe, on avait de la visite. Et puis, bon, je faisais face quand même au portail. Donc, face à face, je dis, mais comment vous me désignez comme ça si c'est moi, monsieur Napokura? Parce qu'il y avait d'autres personnes qui étaient... Et il me dit, bon, ils sont déjà passés il y a quelques mois, 6 mois, pour faire, disons, une identification des maisons. Donc, moi, je ne savais pas que c'est comme ça. Mon nom avait été déjà incrusté dans leur machine. Donc ça fait d'abord la première polémique. De toutes les façons, moi, les gens me connaissent, moi je n'ai rien à cacher. Voilà. Ils ont connu ma maison, ils vont en connaître plus. Donc les questions posées ont été répondues de façon participative. J'ai même associé jusqu'à l'enfant de 4 ans qui a répondu aux questions qui le concernent. Mais là où ça m'a un peu tiqué, un enfant de 4 ans qui vous dit je suis au CP1, donc 4 ans, 25 ans, et on lui pose la question de savoir s'il a toutes ses facultés, à savoir
s'il n'a pas de problèmes mentaux, des trucs comme ça, mais ce n'est pas des questions à poser à un enfant qui vous répond déjà qui donne son nom, d'accord, qui donne son âge, seulement il ne maîtrise pas la date de naissance, et voilà, qui donne le nom de son école, tout, comme on lui pose encore ces questions, c'est pas, voilà, c'est ça. Donc, il y a beaucoup de choses à revoir dans le questionnaire. Oui, merci beaucoup Francis. Et Ferdinand, nous allons dans le vif du sujet même. Il y a, on décrit l'organisation même autour de ce recensement, par exemple sur le plan communicationnel, comment le choix même des questions à poser aux populations. Vous êtes... Non, avant d'en arriver au fond, il y a beaucoup de choses. C'est le 5e recensement général. Oui. Ça veut dire qu'on a fait déjà 4 recensements. Exactement. Et que c'est pas la première fois qu'on le fait. Donc on est habitué à cet exercice-là. Les instituts de statistiques, les ministères impliqués et tout ça, ils savent que bon, c'est une routine pour l'État. Et le recensement général est un processus normal. Il faut cartographier la population pour savoir planifier les projets de développement. Et donc, en tant que journaliste, on ne peut pas dire que ce n'est pas une bonne chose. Il faut savoir combien nous sommes sur ce territoire, qu'est-ce qui est les couches d'âge, les maisons, l'extension des villes, tout ce qui rentre comme indicateur qui peut permettre de planifier une politique sont les bienvenus. Maintenant, le processus semble avoir de l'eau dans le gaz et qui a entraîné des réunions de crise au niveau du gouvernement. Et puis après, on a convoqué les associations de presse, les organisations de presse pour les solliciter à accompagner le processus. Pourquoi il y a eu ces ratés-là? Pourquoi il y a eu ces ratés alors que c'est un exercice important, c'est un processus assez important. Les manquements sont à plusieurs ordres. D'abord, il y a eu un défaut de sensibilisation. Je ne parle pas encore de la communication, parce qu'il y a la sensibilisation et il y a la communication. C'est deux choses différentes. Et sachant qu'on devait faire ce recensement, il fallait faire une communication en amont, une communication de grande échelle. D'abord, il faut relever que ce recensement nous coûte 8 milliards 600 millions de francs CFA. Oui. Et la plupart des contributeurs sont les structures des Nations Unies, le PNUD, l'UNFPA, l'UNICEF, la GIZ, et puis le gouvernement togolais a apporté aussi sa part. Déjà, ça pose un problème. On est un pays indépendant depuis 62 ans. Et c'est auprès des organisations financées majoritairement par les Blancs que nous irons chercher de l'argent pour compter le nombre de personnes qui sont sur notre territoire. Pendant ce temps, nous avons des ministres qui font des déclarations sur les réseaux sociaux que nous sommes panafricanistes, souverains, nous n'avons pas à recevoir des ordres de qui que ce soit et tout ça. À la tribune des Nations Unies. À la tribune des Nations Unies. Ne serait-ce que pour compter la population. C'est une prérogative de souveraineté. C'est-à-dire compter les Togolais qui sont sur ce territoire 63 ans, mais 62 ans après les indépendances. On ne peut pas aller chercher 8 milliards chez les Blancs. Les 8 milliards, on peut les trouver sur les comptes d'un baron, d'un DG ici. Il suffit de lutter contre la corruption. Qu'on dise que le Togo ne peut pas dégager 8 milliards de sa propre caisse pour supporter un processus de recensement général, en quoi nous sommes indépendants? En quoi nous sommes souverainistes? En quoi nous sommes panafricanistes? Si je peux utiliser le terme qui est maintenant la voix que tout le monde utilise, c'est devenu un fourre-tout. Donc, il y a d'abord un problème sur le financement. Ça, c'est un. Deux, maintenant, parce que vous allez comprendre pourquoi il y a un problème sur le financement. Parce que les partenaires qui donnent de l'argent, certains ne donnent pas directement de l'argent. Ils convertissent l'argent en service. Parce que il y a ceux qui ont acheté les motos pour les agents recenseurs. Il y a ceux qui ont mis à disposition les tablettes. Et il y a ceux qui ont signé directement des contrats avec des agences de communication. L'argent n'est pas passé par l'État. Oui.
C'est pour ça que je parle des questions de souveraineté. Exactement. Et quand on va situer les responsabilités, vous allez voir que c'est à plusieurs niveaux. Donc là, déjà, il y a eu un grand défaut de sensibilisation. Un processus tel qu'il est important devait avoir au moins une sensibilisation pendant 2 mois. Et ceci dans toutes les langues du Togo. On a les médias sur l'ensemble du territoire. Et il fallait multiplier les sensibilisations. Et c'est au cours de ces sensibilisations-là qu'il fallait décliner les questions qui seraient éventuellement posées aux populations pour que les gens ne soient pas braqués vis-à-vis des agents recenseurs qui vont se pointer à domicile. Donc, cette étape n'a même pas existé. Je ne dirais pas que ça a été raté. Il n'y a même pas eu de sensibilisation. Après, quelques jours avant le recensement, on est tombé dans la communication. On a fait quelques affiches en ville. Est-ce qu'ils en ont fait des affiches? Bon, On a trouvé quelques-unes. C'est quelques journaux, et puis quelques écrits Voilà. de presse. Voilà. Et puis, on a fait un grand lancement au 2 février, certainement arrosé de champagne. Voilà les conneries. Hein. On aurait pu juste faire un discours solennel, peut-être du chef du gouvernement, à défaut que le président le fasse. Le chef de gouvernement fait un discours, explique la nécessité, l'importance du recensement et appelle toutes les populations à s'apprêter, dissiper tous les inquiétudes en disant ce recensement c'est pour faire ci, c'est pour faire ça, c'est pas pour venir faire ceci, tout ça. Voilà. Et les gens seront rassurés. Il n'y a pas eu ce discours-là. On a fait juste un lancement au 2 février avec le ministre de l'administration territoriale. On a habillé des gens avec des t-shirts. Donc quelqu'un a eu ce marché-là pour fabriquer les t-shirts de circonstances, tout ça. On a invité les groupes folkloriques pour venir danser. Ça aussi, c'est de l'argent. C'est un marché qu'on a accordé à certains. Donc, on a fait ce folklore-là. Et puis, on a dit aux gens, allez sur le terrain. Entre-temps, la formation même des contrôleurs et des agents recenseurs a créé des soucis. Parce que les gens ont protesté du fait qu'ils n'ont pas été rémunérés à la hauteur. Au lieu de, on a donné genre 3000, à certains 1500. Donc, ces enfants-là ont bourdonné. Et après, on les a mis sur le terrain. Maintenant, c'est pendant la phase active, maintenant qu'on fait la communication. Pas qu'on fait la communication, Contente de faire la communication. Alors, le PNUD a sous-traité cette communication à une agence de communication qui, elle autre dit, bon, moi, ce qu'on m'a demandé de faire, c'est de faire les insertions dans les journaux, de faire quelques spots publicitaires, de confectionner les gilets pour les agents recenseurs. C'est tout. Donc, et on envoie les gens sur le terrain et on se rend compte que l'opération est presque un fiasco. Et donc, on peut légitimement dire que le gouvernement manquait de prévision, de tact et de discipline, de rigueur dans cette affaire de recensement. Et ils n'ont qu'à s'en prendre qu'à eux-mêmes. Parce qu'on tente de rattraper le coup, mais il est déjà tard. On n'a pas fait une sensibilisation, comme Franco le dit. Les gens sont à leur domicile. Il y a des individus qui débarquent, qui posent des questions comme si on n'avait même pas associé des spécialistes. La question du recensement, ce n'est pas seulement une question de statistique. Ils n'ont pas associé la question du recensement. Ils n'ont pas associé les sociologues. Ils n'ont pas associé. La question du recensement, ce n'est pas une question seulement de statisticiens ou d'informaticiens. C'est beaucoup plus les sociologues, c'est les anthropologues, c'est les philosophes, c'est tout ce corps. Tous ceux qui peuvent étudier, tous ceux qui peuvent étudier la société, les mouvements sociaux. Parce que quand vous êtes dans une période socialement difficile comme ce que traversent aujourd'hui les Togolais, et le coût de la vie, l'inflation, la cherté de la vie, les difficultés à joindre les deux bouts, et qu'un individu se pointe chez vous à la maison pour vous demander, vous mangez combien de fois par jour? Vous avez envie de le discuter, parce que depuis le matin, vous n'avez pas mangé. Mais ça même c'est une question valable. Quand on vous demande où vous avez dormi où la nuit dernière, vous avez dormi où la nuit dernière, c'est quelle question? Juste quand on a voulu comprendre, c'est que juste pour voir si je n'ai pas un autre domicile quelque part, si je suis passager à la maison, dans ma maison, je ne sais pas si vous voyez. Mais posez la question autrement, parce que tout le monde a demandé, mais qu'est-ce que ça a à voir avec... D'accord? Maintenant... Vous avez combien d'épouses? Oui. Vous avez des maîtresses? Oui. Et là, je vous dis... Ça a créé un problème dans un foyer. Et je vous dis... Non, chez moi, je dis ça a été participatif. J'étais là, il y a madame, il y a les enfants, jusqu'à la fille de ménage également.
a répondu à ces questions. J'ai essayé de mettre chacun dans son bain. Mais et c'est devant qu'on pose toute cette question, voilà, et aux pères de famille et autres. Bon, ailleurs, ça va donner, comme vous l'avez dit, de la bagarre. Mais prenez le recrutement même des agents recenseurs. Ça a été bâclé. On a dit aux gens, allez déposer votre dossier au niveau de vos arrondissements mairie. Les gens ont déposé, on a pris des gens, c'est comme ça, on a formé des gens, on a débarqué des gens dans n'importe. C'est-à-dire qu'on vous prend de Lomé, on vous envoie à Kolokopé, ouais, personne ne vous connaît là-bas. Personne ne vous connaît, c'est tout à fait normal que les gens n'aient pas confiance pour répondre aux questions. Alors que si c'est des gens de leur propre arrondissement, commune, circonscription, voilà, les gens les connaissent déjà. Et puis, avec autant de questionnaires et de questions, en 1975, il faut au moins que ce soit 2 personnes, c'est-à-dire que 2 agents. Au moment où l'un pose une question qui ça ne va pas, l'autre essaie de recadrer, et puis pour que la chose puisse marcher. Maintenant, donc, tout ça a été raté. Le plan communication, on n'en sait rien. Est-ce qu'ils ont commencé quand l'information? Est-ce que à l'intérieur, et même à Lomé, déjà qu'il y a des défaillances, à l'intérieur, c'est la même chose. Ils ont laissé, c'est le moment, actuellement, il y a des zones où, pour aller d'un village à l'autre, il faut nager. Il faut prendre une pirogue. Il y a des zones comme ça. Donc, la saison, nous étions en vacances. Il y avait des enfants, il y avait des gens sur place. On aurait pu, au moment même de la saison sèche, puisque c'est une opération qui devait être programmée depuis, ce n'est pas une surprise, on devait laisser au moment où les gens seront, c'est-à-dire la majorité des gens sont censés être à la maison et lancer ce genre d'opération. C'est une opération d'envergure très capitale, mais si c'est faussé, si on va avec, disons, des coefficients de confiance ou d'erreurs et autres pour pouvoir corriger ce recensement, ce n'est pas une bonne chose parce qu'il faut faire le maximum. C'est de l'argent. Ferdinand l'a dit, bientôt il y aura les élections présidentielles. Nous allons crier à une certaine souveraineté que nous n'avons pas besoin nous allons le faire sur fonds propres. D'accord? Pour l'élection locale, présidentielle, parce qu'on ne veut pas le regard de l'extérieur sur les manquements de ces élections. Ils vont dire, nous allons le faire sur fonds propres, nous sommes souverains. Maintenant, pour ce qui concerne la population, à partir desquels on va prendre des décisions stratégiques, des projets, parce que ça concerne tout le monde. Nous-mêmes qui sommes ici, pour faire un projet, un micro-projet, avec un village, on doit regarder et voir quelles sont les statistiques et tout de la journée avant de projeter notre chose. Donc voilà, on est en train de fausser encore le contexte de vie au Togo par un travail bâclé parce que les gens ne veulent pas financer. C'est quoi tous les jours quand il y a une opération, un projet, on dit il faut acheter une voiture, il faut acheter une moto. Comme si nous n'avons pas un garage central qui doit être doté de parcs. Ah oui, le garage central doit être un parc doté d'engins. Quand il y a de ces genres d'opérations, on demande la dotation des véhicules pour faire chose. Maintenant, vous allez voir, dans chaque ministère, chaque projet, vous allez voir que c'est achat de voitures, achat de motos, achat d'ordinateurs, au point où quelqu'un... Comme c'est ça, les gens cumulent des postes, vous allez voir une seule personne à 4 voitures à sa disposition, 4 voitures, 4 les bâchers, lui seul à sa disposition. Des motos, ça n'en parlons plus. C'est les enfants qui les utilisent pour aller à l'école, c'est à domicile, pour tout le monde, on dépose au village. Est-ce que vous voyez? Et c'est l'argent que le contribuable est en train de rembourser par la pression fiscale, par l'augmentation des prix du carburant, par l'instauration des péages et autres. Donc il faut qu'on rompe avec ce mauvais fonctionnement, parce que l'argent qu'on a pris pour acheter le matériel roulant, cet argent-là, déjà, on l'aurait investi au niveau du garage central, ça va servir au recensement général qu'on est en train de faire, ça pourra servir au recensement
électorat et choses. Donc, voilà. Merci beaucoup, Francisco. Oui, et Ferdinand, aujourd'hui, il reste moins d'une semaine pour terminer cette opération, cette campagne-là. Mais est-ce que le gouvernement peut rattraper la période qu'il avait perdue entre ça? C'est mal parti. Ça, il faut le dire en toute... c'est mal parti. Je ne pense pas qu'avec ces ratés-là, on va s'en sortir avec des données fiables. Parce qu'on a besoin de données fiables. Et quand les gens sont réticents, quand les gens sont dans les villages, ils sont au champ, ils ne sont pas à la maison. Nous sommes en fin de saison agricole. Période de récolte. Ouais, période de récolte, les gens sont dans les champs. Quand il n'y a pas de route pour traverser les rivières, pour aller recenser les gens, et parce que nous sommes en période de crue à certains endroits, on a vu le mono, tout ça. Et quand les parents ne sont pas à la maison, quand les agents recenseurs passent, parce que quand le père n'est pas là, ou maman n'est pas là, les enfants disent bon, il n'y a personne pour répondre, ou bien même c'est la femme qui est là, les gens disent bon, la femme dit mon mari n'est pas là, je ne réponds pas. Et donc l'agent recenseur parfois ne revient plus. Donc je ne sais pas si on va s'en sortir avec des données fiables par rapport à cette opération, parce que c'était mal parti dès le départ. Franco l'a dit, en réalité, pour un pays comme le Togo, souverain, où on sait qu'une bonne partie de l'argent qui doit servir au recensement rentre dans le matériel, c'est-à-dire le matériel roulant, les ordinateurs, les tablettes, et puis après le reste, c'est les primes des agents et recenseurs et des informaticiens. L'État devait avoir son matériel avant. On n'a même pas besoin d'aller chercher de l'argent auprès des Nations Unies pour nous tout ça, pour faire ça. Parce que, figurez-vous, on a une loi de finances. On sait que en 2022, le Togo devait faire le recensement général. Et donc, le ministère des Finances, ou bien les députés, devaient faire en sorte qu'on mobilise au moins une dizaine de milliards, parce que ça fait 8 milliards 600. Une dizaine de milliards pour le recensement. Et donc, c'est inscrit dans la loi de finances. Et on sait que cette année, vers la fin de l'année, on fera le recensement. Le Togo fait son recensement sur fonds propres. Parce qu'avant qu'on ne tape la poitrine, avant qu'on ne crie que nous sommes souverains, et qu'on essaie de dire nous refusons les ordres qui viennent de l'extérieur, avant qu'on aille devant les Nations Unies pour dire oui, nous ne voulons plus qu'on nous parle comme on nous parlait avant. Mais il faut qu'on cesse d'aller demander l'argent aux gens, même pour faire les trucs qui sont élémentaires. Parce que ça, c'est élémentaire. Un pays, c'est-à-dire que vous êtes père de famille, vous avez l'obligation de payer les factures d'électricité, d'eau et de faire manger votre famille. Et vous allez chercher l'argent chez quelqu'un pour payer vos factures d'électricité. Après, vous criez que non, il ne faut pas qu'on vous parle comme ça. Non, je suis désolé, parce que ça, c'est élémentaire. Je ne sais pas si vous voyez. Même les ordures, aujourd'hui, qui sont remplis aujourd'hui dans nos rues. Moi, j'en ai encore vu aujourd'hui. Nous sommes quoi? Nous sommes aujourd'hui, c'est quoi? Le 6. On a crié sur le scandale des ordures qu'on a fermé le centre d'enfouissement d'Akepe parce que l'État doit 1 milliard de francs. Les mairies et le district autonome de Grand Lomé et plus quelques conseillers municipaux sont allés en France pour aller nouer des partenariats pour venir régler les problèmes des ordures. Les marchés sont remplis d'ordures. Marché d'Ajido-Gomé, marché de Hankopé, marché d'Agoué, marché de tout ça, sont inondés d'ordures parce qu'on ne ramasse plus les ordures. Même les ordures, nous ne sommes pas capables de les ramasser. On va à l'extérieur pour demander de l'argent pour ramasser des ordures que nous produisons tous les jours. Donc, nous sommes capables... Bon, où va l'argent que nous produisons dans ce pays? L'argent qu'on produit dans ce pays, parce que ce pays est rempli de richesses. Où va l'argent? Au point qu'on ne peut pas dégager 10 milliards pour faire le recensement de la population. Au point qu'on ne peut pas dégager quelques milliards pour ramasser les ordures. Donc, tout le problème est là. Donc, à partir de cet instant-là, le recensement ayant eu plusieurs pôles de décision, parce que chacun des partenaires qui a mis l'argent a fait sa démarche. Oui, effectivement. Oui, a fait sa démarche. Et ceux qui ont fait le contrat de communication ont fait le contrat avec l'agence. Ils ont certainement rendu compte au gouvernement que nous, on a déjà envoyé l'argent. Celui qui a donné les tablettes, ils ont donné les tablettes. Le gouvernement a partagé. Ceux qui ont donné les motos, ont donné les motos. Ceux qui ont laissé les voitures, ont laissé les voitures. Le reste de l'argent, maintenant, on donne aux agents recenseurs. À partir de ce moment-là, il n'y a pas eu une certaine harmonie dans les prises de décision. Donc, lorsqu'on vient maintenant solliciter la presse,
d'essayer de voler au secours du processus parce que le processus est en train de dérailler, je pense que c'est un peu tard. Mais moi, je ne peux pas dire que dans une semaine, à la fin de ce processus-là, les données qui seront récoltées sont des données fiables. À partir du moment où les populations sont toujours réticentes à parler. Parce que les gens sont convaincus que derrière cette histoire-là, par manque de sensibilisation, il y a la question des impôts, il y a la question de la taxe d'habitation, il y a la question de je ne sais quoi. Parce que quand on vous demande, vous avez combien de climatiseurs, vous avez combien d'ordinateurs à la maison, vous avez combien de ventilos, votre maison, au bout du compte, ça a coûté combien? Est-ce que vous avez un titre foncier là-dessus? Les gens sont convaincus que toutes ces questions-là, c'est pour les fichiers. Alors que s'il y avait une sensibilisation en amont, si on avait expliqué aux gens le bien fondé de l'opération, il y aurait moins de réticence à répondre à ces questions-là. Donc, c'est légitime de se poser la question de savoir, au bout de la semaine qui reste là, si les données qui vont sortir de cette affaire-là seront les données fiables. Pour moi, il faut refaire un nouveau recensement. Oui, Francis, est-ce que nous ne pourrions pas proroger ce délai-là? Oui, la machine est déjà en branle. Est-ce qu'il faut arrêter pour refaire un nouveau? On peut, puisque dans tout parcours, il y a toujours les moments pour rectifier. On peut prolonger le délai, mais ça va impliquer des frais supplémentaires qu'il faut payer, parce qu'ils ont déjà décaissé certainement plus de la moitié du budget des 8 milliards. Ils ont déjà dépensé je pense, plus que la moitié. Donc, il faut, disons, donner un temps de repos, d'accord, peut-être 2 semaines, pour lancer la communication, aller vers les gens, que les questionnaires, qu'on puisse essayer d'en débattre sur des médias et autres, c'est-à-dire pour que les populations d'abord s'approprient de ces questionnaires avant que le processus ne reprenne, peut-être encore pour 2 semaines. Et là, on sait que on aura fait, disons, un recensement acceptable. Il y a 2 jours, quelqu'un me disait que lui n'a pas eu c'est son garçon de maison qui a répondu aux questions. Je ne sais pas ce que ce garçon de maison donnera. C'est ça la fiabilité dont tu parles. Donc, il faut que les gens sachent que c'est important ce qui est en train de se faire. Mais il faut que ceux qui veulent le faire, le fassent dans les règles de l'art, avec vraiment le respect dû aux citoyens. Parce que si vous ne respectez pas les citoyens, parce que vous-même vous dites qu'ils sont déjà résignés, c'est ça qu'ils appellent eux-mêmes résilience, ils sont résignés, c'est que tout ce qu'ils vont faire, c'est la catastrophe. Quoi. Mais la réticence qu'on observe aujourd'hui peut aussi laisser transparaître une crise de légitimité du régime. Non, ça c'est obligé. Les gens ne veulent pas aller sur ce terrain-là. Oui. Si tant est que les gens sont en adéquation avec le régime, pourquoi les gens ne vont pas se faire recenser? Ça veut dire, moi, ça me donne le sentiment qu'on est dans un sondage. Et quand on voit comment les gens boudent le recensement, on a le sentiment que bon, c'est une crise même de légitimité du pouvoir. Et ça, c'est aux politiciens de... Non, il y a quand même... Il y a ce rejet. Et analyse, moi, je me permets de faire cette analyse-là. Parce que on vient de sortir d'une élection il y a 2 ans. Le régime a été élu à 60 combien de pourcents? 70, 71%. Logiquement, ce recensement devait être accueilli à bras ouverts parce que c'est le régime qui l'organise. Mais à partir du moment où, sur tout l'ensemble du territoire, les gens sont réticents à se faire recenser, il y a une crise de légitimité. Et ça, c'est incontestable. Oui, effectivement, quand tu parles de fiabilité des données qui seront produites après, est-ce que les gens, les organismes et les organisations de la société civile peuvent se baser sur ces chiffres-là pour faire le travail? Par exemple, Francis parle tout à l'heure de projets, ça va être des données avec des erreurs, des données pas trop fiables. Maintenant, les gens qui font des projets sur le terrain, c'est à eux de voir. Moi, je ne peux pas répondre à leur place. Par contre, Francis a dit quelque chose qui est important. Il faut qu'au moins, une fois au Togo, quand on finit un projet, qu'on sache où vont les véhicules.
il a parlé du garage central. J'espère que quand ils vont finir ce projet de recensement, tous les 4x4 qu'on a alignés, qu'on a vu là, toutes les motos qu'on a vu là, ils vont les convoyer vers le garage central, faire un PV, les consigner là-bas, de telle sorte que demain, s'il y a un projet qui arrive, qu'on a besoin de véhicules, qu'on ne dépense plus de l'argent pour acheter d'autres véhicules. Parce que les véhicules, après, disparaissent dans la nature. Vous imaginez le nombre de véhicules qu'on achète dans ce pays sur des projets. Mais regardez, des véhicules personnels. Regardez au ministère de l'Agriculture. Tout ce qui avait été fait comme projet, PASA, PADAT, PPAO, PNEASA, tous les directeurs et responsables de ces projets ont eu des motos, des véhicules, des ordinateurs. Alors que normalement, ces engins devaient être au niveau du garage central. Et vous voyez, un seul directeur. Vous prenez tous ces projets de la Banque mondiale qu'il finance, pour le développement, même pour aller sortir les pauvres de la pauvreté, ce qui est irréaliste, parce que ça ne se traduit pas. C'est des véhicules, c'est des motos, c'est des ordinateurs. Normalement, tous ces véhicules-là devaient débarquer au garage central, qui doit faire un fichier unique du parc auto de l'État. À partir du moment où quelqu'un a besoin d'un véhicule, il y a un besoin, le service fait la demande et on met le véhicule à sa disposition. Quitte à lui. Et si vous voyez dans le temps, comme vous voyez, même je ne sais pas si ça continue, les préfets, je prends les préfets de l'administration, quand on leur dote les véhicules, mais chaque année, ils viennent au garage central et parfois, quand il y a certains casses sur la voiture, c'est eux qui réparent. Je ne sais pas si ça continue maintenant. Donc, ces véhicules qui sont comme ça envoyés, vous arrivez dans un ministère, vous allez voir des véhicules qui sont poussiéreux. C'est la poussière sur les véhicules, alors que c'est du neuf qu'on a acheté, maison, 4x4 double cabine, qui sont là, c'est la poussière dessus. Parce que le directeur seul a 3, 4, donc il ne peut pas, disons, piloter les 2, 3, 4 voitures en même temps. Pour les motos, c'est pas la peine, c'est devenu, disons, les engins pour les familles. Soit au village. Il y a 3 ans, on avait fait un dossier ici sur des véhicules neufs que l'OTR avait acheté, qui étaient garés là, et qui étaient là depuis des mois, certains s'affaissant, d'autres tellement poussiéreux. Et quand on a sorti le dossier dans le journal, qu'une semaine après, ils ont enlevé les véhicules. Et ça, c'est un service qui collecte les impôts, c'est-à-dire les impôts des contribuables. On achète des véhicules 4x4 à parfois 45 millions, 60 millions. Qui a même pris crédit pour créer l'office. On laisse ces véhicules au soleil, dans l'enceinte du service, pendant des mois, à pourrir. Et donc aujourd'hui, et les ministères aujourd'hui qui bénéficient de ces projets de Banque mondiale, de UNFPA, de tout ça là, de l'UNICEF, c'est souvent le ministère de la Santé, quand il faut aller faire les vaccinations, ils ont des véhicules, des motos, le ministère de l'Éducation aussi parfois, et de l'alphabétisation, le ministère des Affaires sociales, tous ces ministères-là, une fois que le projet est fini, parce que l'agent ou bien le cadre du ministère. Le ministère de développement, la base, et démembrement. Tous ces gens-là. Mais vous envoyez tous ces véhicules-là au garage central, on fait un fichier unique, comme Francis le dit, ils peuvent servir à d'autres occasions. Vous avez des inspecteurs de l'enseignement primaire et secondaire qui n'ont pas de véhicules. Comme on en connaissait avant, à l'époque, ils venaient dans les établissements avec des Peugeot. C'est ça, c'est des Peugeot, non? Aujourd'hui, ils n'en ont pas. Pour circuler dans son ressort territorial, il n'y a pas de véhicules. Et pourtant, vous avez des véhicules qui pourrissent dans les ministères. Parce qu'une fois que le projet est fini, le ministère pense que c'est ces véhicules, il les garde. Donc il faut qu'au moins, dans la gestion de ce pays, on puisse éviter les dégâts. Ça, c'est des dégâts. Et donc, arrivé à un moment donné, même si la Banque mondiale veut vous donner 6 milliards, et la Banque mondiale dit, nous mettons 2 milliards dans les véhicules. Vous dites, non, on a déjà les véhicules. On prend les 2 milliards là, on construit des établissements scolaires, on construit un centre de santé, on fait de l'addition d'eau pour les populations. C'est ça la gestion rigoureuse et efficiente d'un pays. Mais nous continuons comme ça.
Et ça, après, on va dire oui, que c'est le développement, on n'arrive pas à se développer, que c'est la faute, c'est aux autres. Alors que le peu qu'on met à notre disposition, on est incapable de les entretenir. Et combien de personnes, vous savez, les week-ends là en Guinée, Guinée-Conakry, on vient d'interdire les véhicules d'État les week-ends. Doumbouya, bon, voilà, vous savez, les mesures populistes, mais c'est des mesures quand même raisonnables. Il dit que sans autorisation, un véhicule qui est vu pendant le week-end en pleine circulation ou hors des ordres de service, c'est-à-dire le soir, tard dans la nuit, ils ont donné les ordres aux forces de sécurité d'enlever le véhicule, y compris l'individu qui est dans le véhicule. Au Togo, ici, tous les week-ends, là, vous voyez des gens se promener avec les véhicules. Alors qu'il y a une brigade pour ça. Hein. Il y a une brigade pour ça. Pour que les véhicules qui n'ont pas l'autorisation de l'État, qui n'ont pas, on voit devant un bar et autres, qu'on puisse les saisir. Normalement, on doit pouvoir, si on nomme un directeur, on lui fait une dotation complémentaire pour entretenir sa voiture, pour son déplacement. Et là, tout ce qu'on gaspille dans cette histoire d'achat de véhicules, là, ça c'est fini. Je pense qu'au Sénégal, c'est comme ça. On nous donne, même je crois au Rwanda. Au Rwanda, il n'y en a même pas. Voilà, il n'y a pas de véhicule. Au Rwanda, il n'y a pas de véhicule. Est-ce que vous voyez? Donc c'est ça. Parfois les gens, ils n'ont pas besoin de véhicules, c'est juste le projet. Et comme c'est des projets types que chacun prend ici et ça, et puis on fait copier-coller, donc c'est pourquoi on répète les mêmes choses et les mêmes bêtises, et ça fait perdre à l'État ses capacités de financement, et c'est le contribuable qui paie, parce qu'à un moment donné, vous voyez la dette extérieure et même la dette intérieure, c'est là. Qu'est-ce qu'on va faire? Merci beaucoup, messieurs. En tout cas, on va continuer par suivre cette opération de recensement général de la population pour voir ce que ça va donner. En tout cas, comme Ferdinand, moi-même, je ne suis pas encore recensé. Ça viendra.